Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce premier webinaire que la direction de la formation continue organise cette année. Nous nous retrouvons donc en compagnie de Julien Damon, qui est conseiller scientifique pour le N3S que vous connaissez bien, et moi-même, Benjamin Génie, directeur formation continue de l'école. Et on a voulu cette année démarrer l'année avec une thématique qu'on a intitulée « Se former aux politiques sociales ». Ce qu'on souhaitait vraiment, c'était pouvoir vous présenter le panorama de ce que l'école fait, à la fois en matière de conférences, journées d'actualité, mais aussi en termes d'accompagnement possible pour vous-même ou pour vos collaborateurs. Là, je m'adresse tout particulièrement aux services RH des différents organismes. Et troisième Zoom, on voulait aussi s'adresser à tous les acteurs qui travaillent en relation avec la sécurité sociale, la protection sociale. Je regardais dans la liste des inscrits des participants, je voyais qu'il y avait des personnes issues des collectivités territoriales ou d'autres institutions de l'État, et on a des choses aussi à leur proposer, à la fois individuellement ou collectivement. Ce que je vous propose pour ce webinaire de 45 minutes, c'est que je commence par déjà vous rappeler pourquoi il est important d'être formé, de se former aux politiques sociales. Ensuite, on reviendra sur les différentes offres. Vous n'hésitez pas, vous avez le chat, vous connaissez bien, je pense que vous êtes tous aguerris au webinaire. Vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau. Et avant de démarrer, on a convenu avec Julien de vous proposer un quiz en forme d'icebreaker, comme on dit, de brise-glace, pour que vous puissiez tous vous situer en termes de connaissances sur les politiques sociales. Je passe la main à Julien, qui a concocté un quiz qu'on a voulu un peu plus corsé pour vous que ce qu'on peut faire d'habitude. Bonjour, merci de ce passage de relais, Benjamin. Petit quiz. Alors, en effet, icebreaker, c'est pour briser la glace. C'est simplement de façon que l'on juge ludique, mais aussi un brin didactique, que ce soit dans les webinaires ou dans nos rencontres concrètes telles qu'elles sont organisées, une façon d'impliquer un peu tout le monde sur les sujets qui nous intéressent. Alors, je ne sais pas s'il est plus corsé que les autres, mais en tout cas, on va le faire en une dizaine de questions. Vous allez voir, ça va être assez rapide, assez défilé. Cette dizaine de questions, l'idée n'est pas de savoir si vous avez bon ou non, vous pouvez lire la question et réfléchir à la réponse, mais l'idée est ici de vous montrer ce que sont les thèmes de travail sur les politiques sociales que nous aimons bien aborder. Pour beaucoup, c'est vrai, avec des chiffres, avec des sigles, avec de l'histoire, le tout pour réfléchir à l'actualité et aux perspectives. Première question, donc, quel est le montant total des dépenses de protection sociale en 2021? Je lance le chronomètre pour 10 secondes de réflexion. Vous voyez que vous avez trois possibilités de réponse, soit 600 milliards, soit 750 milliards, soit 900 milliards. Peut-être certains parmi vous connaissent-ils exactement la bonne réponse, qui n'est pas exactement là, ce sont toujours les ordres de grandeur qui comptent. Et hop, je vous donne la bonne réponse. Quand on parle des dépenses de protection sociale en France actuellement, nous sommes à presque, je le montre avec ma petite flèche, 900 milliards d'euros. Vous savez que ça représente à peu près un tiers du PIB, ce qui place la France au premier rang ou dans les premiers rangs mondiaux en la matière. Alors, pour ceux qui voudraient entrer dans le détail, je vous convoquerai ou je vous inviterai plutôt à participer à nos différentes séances que l'on vous décortiquera rapidement, car il ne s'agit pas de savoir ce qu'est la bonne réponse à une question, il s'agit surtout de voir ce qu'est le contenu de la protection sociale, ce que sont ses évolutions, et simplement par rapport au petit tableau que je vous présente ici, notez que nous avons un peu plus de 830 milliards d'euros de prestations sociales et que nous avons un total de dépenses de protection sociale qui est de 50 milliards d'euros supplémentaires. Ce sont les coûts de gestion de la protection sociale. Deuxième question, nous sommes entre
genre de la sécurité sociale, majoritairement. D'ailleurs, dans ces formations de l'EN3S, nous aimons que d'autres acteurs de la protection sociale participent, parce que, tenez-vous bien, il n'y a pas que la sécurité sociale dans la vie. Alors, voici une autre question. Que représentent les dépenses sociales des départements par rapport au total des dépenses sociales? Vous savez que les départements sont, par le droit, les chefs de file, dit-on, de l'action sociale. Ils gèrent des prestations très importantes, comme le RSA, comme l'APA pour les personnes âgées dépendantes, comme la PCH, la prestation de compensation du handicap. Ils ont un rôle essentiel en matière d'aide et d'action sociale. Mais là, qu'est-ce que représentent ces dépenses sociales de l'ensemble des collectivités départementales par rapport à nos environ 900 milliards d'euros? Vous avez trois possibilités, 5%, 10%, 20%. Et sans l'avoir prévenu, je me tourne vers Benjamin et je lui dis, mais alors Benjamin, qu'est-ce que tu réponds là? J'ai effectivement pas été prévenu. Et il se demande, Vu les prestations brillamment citées, je dirais que c'est un taux assez important, assez élevé, donc je dirais c'est un taux 20%. très faible, c'est un taux très faible en fait. Et je montre ça à Benjamin, vous voyez, Voilà. les dépenses des départements, c'est de l'ordre de 30 milliards d'euros. Alors j'ai mis plein de trucs incroyables avec plein de chiffres, c'est évidemment illisible ici dans le détail. Vous n'avez pas à me croire sur parole, parce que regardez avec la petite flèche, je vous montre ce qu'est le total des dépenses d'action sociale des départements qui sont à leur charge, un peu plus de 30 milliards d'euros, ce qui représente 5% de 900 milliards d'euros. Alors, ce n'est pas pour dire que le département est un petit acteur, c'est un acteur majeur pour ses prestations singulières, pour la précarité, enfin contre la précarité, pour une meilleure prise en charge des personnes handicapées, pour une meilleure prise en charge de la dépendance, mais c'est, vous le voyez, financièrement quelque chose de bien moins important que les systèmes de retraite ou les systèmes d'assurance maladie. Et si cela importe d'en parler, c'est parce que les départements travaillent avec les caisses de sécu, tout comme les caisses de sécu travaillent avec les centres communaux d'action sociale des villes, que réfléchir seul entre nous à la protection sociale, ce n'est pas totalement suffisant. Donc, à nos journées de formation, nous apprécions d'abord faire intervenir d'autres acteurs que la protection sociale, et nous apprécions aussi que parmi les participants se trouvent des autres acteurs de la protection sociale que les nobles caisses de sécurité sociale. Troisième question, elle est en plein dans l'actualité, n'est-ce pas? Sachant que ce webinaire, moi je le fais de Paris avec presque vue sur la manifestation qui débute, vous voyez, on est vraiment au cœur de l'actualité avec le N3S. Vous prenez 100 € de dépenses publiques, combien vont aux retraites? Le gouvernement a fait des efforts de pédagogie et calcule ça sur 1 000 € de dépenses publiques pour voir ce qu'est le contenu de 1 000 € de dépenses publiques. Là, je vous le fais en pourcentage. Qu'est-ce que représentent les retraites par rapport à l'ensemble des dépenses publiques? Est-ce que c'est 10% des dépenses publiques, 15% ou 25%? Je me tourne vers Benjamin et je lui dis que c'est plutôt proche du quart. Et je lui dis, Benjamin, alors, c'est combien? Ma crédibilité est en jeu. Surtout, je t'ai donné la réponse, là. C'est proche du quart. La réponse 2. Merci. Ça va faire 25%, voilà. Bon, mais une nouvelle fois, ce n'est pas le chiffre dans l'absolu qui compte, encore que vous voyez la grandeur, ce que représente véritablement la protection sociale en général par rapport aux dépenses publiques. La protection sociale en général, c'est, alors vous le voyez, pour faire des arrondis, là, c'est 575 sur 1000, donc ça fait à peu près 60%. À l'intérieur, vous trouvez bien nos retraites, là, 268, ça fait 26,8%, je vous l'ai fait à 25%, et c'est simplement pour souligner combien la protection sociale est au cœur de l'édifice de la dépense publique à la française. Alors, on pourrait entrer longuement dans le détail pour commenter, pour souligner les importances respectives des différents risques, etc. etc. Ce n'est pas le lieu ni l'instant avec ce petit quiz, mais ce sont des sujets sur lesquels, en permanence, nous revenons dans les formations sur les politiques sociales. Sujet plus technique, enfin, il n'y aurait pas de dépenses sociales s'il n'y avait pas de cotisations sociales et de fiscalité dédiée au financement du système. Donc, quatrième question, qu'est-ce que représentent les cotisations
en sus ou à côté de la fiscalité dans le financement global de la protection sociale. Vous savez qu'on a un État-providence qui est d'essence bismarckienne, ça veut dire professionnel, qui repose principalement dans ses fondements, dans l'épure du projet de sécurité sociale sur des cotisations, assises, elles, sur le travail. Eh bien, aujourd'hui, vous avez mis trois possibilités. 50% de la protection sociale est financée par des cotisations, 75% ou 90%, quand en 1945, on était à plus de 90%. Aujourd'hui, nous sommes autour de 50%. Ce que vous voyez là, c'est des histogrammes compliqués. Vous voyez seulement l'attrition, la diminution de la part relative des cotisations qui sont aussi ici en rouge par rapport à l'ensemble de la fiscalité et principalement l'une des principales transformations qu'a connu le système de protection sociale sur les récentes décennies, c'est le développement de la contribution sociale généralisée. Alors, on fait peu de journées dédiées au financement, mais dans les rencontres que nous organisons, qu'il s'agisse de journées ou de moments plus ponctuels, ces thèmes du financement quand même reviennent de façon récurrente, sinon permanente. Bon, après, je vous ai mis les structures des recettes par branche, simplement pour dire, en bleu, c'est la part des cotisations. Quand on est sur un risque purement professionnel, comme les accidents du travail et les maladies professionnelles, l'essentiel du financement repose sur des cotisations. Et vous voyez que la maladie, le risque d'assurance maladie, n'est plus financé au tiers, que au tiers par des cotisations. La fiscalité prenant une importance grandissante, ceci emmenant des débats, des controverses autour de la place de l'État et de l'autre, de la place des partenaires sociaux, pour faire un sujet d'actualité autour des retraites. Vous avez vu qu'il y a encore eu plein de débats sur la façon dont on devait recouvrir les cotisations des régimes complémentaires de retraite du privé, là, l'Agirc Arrco, avec toujours en trame le débat sur l'étatisation de la protection sociale, que l'on souhaite cette étatisation ou qu'on la redoute. Cinquième question, passablement technique aussi, c'est un quiz assez technique, c'est vrai, j'en conviens finalement, Benjamin. Hein. Quelle est la part des dépenses de protection sociale, de l'ensemble de nos 900 milliards d'euros, qui passent en loi de financement de la sécurité sociale? Vous savez qu'on a un édifice français singulier des finances publiques, avec d'un côté une loi qui vient organiser le budget de l'État et de l'autre, une loi de financement qui vient organiser les finances de la sécurité sociale. La sécurité sociale n'étant qu'un morceau, mais le gros morceau de la protection sociale à la française. Alors, je ne fais pas durer le suspense trop longtemps, hein, mais vous n'avez que les 2/3 de la protection sociale à la française qui passent par les lois de financement de la sécurité sociale. Pourquoi? Parce que, par exemple, tous les financements de l'assurance chômage ne sont pas de la sécurité sociale. Parce que les finances des départements, aussi limitées puissent-elles être, comme on l'a vu tout à l'heure, passent par la fiscalité locale et une partie de fiscalité nationale. Une grande question, qui est une question constitutionnelle, mais avec des retombées opérationnelles dans chacun des organismes, potentiellement, c'est de savoir jusqu'où doit aller l'amplitude de cette loi de financement de la sécurité sociale chaque année. Puis, ça, c'est simplement un camembert pour vous dire que je ne dis pas trop de bêtises. En bleu, c'est ce qui est donc du ressort de la loi de financement de la sécurité sociale. Là, ici, ce sont les collectivités locales. Là encore, ce sont les régimes complémentaires de retraite, Agirc Arrco, que j'évoquais tout à l'heure, et l'UNEDIC. Et puis, vous avez tout ce qui est de l'ordre des complémentaires pour les mutuelles, les institutions de prévoyance ou les assureurs commerciaux. Sujet plus thématique, combien y a-t-il de minima sociaux en France? On aborde souvent les questions de précarité, c'est naturellement un sujet de préoccupation pour la population française et pour l'ensemble des organismes de protection sociale. Alors, les minima sociaux, c'est les prestations type RSA ou allocation aux adultes handicapés qui doivent vous amener à un niveau minimum de ressources. Certains parmi vous connaissent très bien cela, hein, d'autres connaissent pas forcément très bien. Les minima sociaux, eh bien aujourd'hui, l'adresse en compte, tic-tac, 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 suspense 12. Alors,
Je vous montre rapidement une étoile des minima sociaux. Vous connaissez le RSA, vous connaissez l'allocation aux adultes handicapés, vous connaissez l'allocation de solidarité spécifique du côté des chômeurs en fin de droit. Le plus récent de ces minima sociaux, c'est l'allocation pour les demandeurs d'asile. Le plus ancien, c'est le minimum vieillesse. Donc là, vous avez une dizaine et l'adresse, désormais, compte deux toutes petites allocations. Elle ne concerne que quelques centaines de personnes qui sont récentes. L'une pour les travailleurs indépendants, mais c'est particulier de dire que c'est un minimum social parce qu'il faut avoir contribué auparavant pour en bénéficier. Et l'autre, c'est pour aider des migrants à pouvoir, après être passés par la France, rester dans leur pays d'origine avec un pécule minimum. Les minima sociaux, et dernier mot là-dessus, ça concerne toutes les branches de la Sécu ou presque. Ce n'est pas uniquement, même si c'est majoritairement du côté de la branche famille que sont ces prestations gérées. Je continue le quiz pour... Ah bah, je vais vous mettre la réponse, donc zut, ça ne marche pas, mais c'est sur là le risque maladie. Quand on se compare à l'échelle internationale, il est vrai que le système d'assurance maladie à la française était célébré, il y a de quoi le célébrer à certains égards, il est de plus en plus sujet, en raison de l'actualité, ne serait-ce que l'attractivité des métiers. Aujourd'hui, pas sur la sellette, mais il fait objet de débat. Mais une des grandeurs, c'est de savoir ce qu'est le reste à la charge des ménages après les remboursements, les dépenses des régimes de base de protection sociale et des régimes complémentaires. Puisque je vous ai montré la réponse, je la répète rapidement, hein, vous avez moins de 10% des dépenses de santé qui sont directement à la charge des ménages et ceci nous place en un excellent rang quand on compare les pays riches, les pays de l'OCDE. Bon, là, vous avez simplement le schéma qui conduit à conclure que je ne suis pas simplement là pour vous annoncer les chiffres que j'aurais inventés, mais ce sont des vrais chiffres. Autre sujet d'actualité, car il y a les sujets fondamentaux qui traversent tous les thèmes de nos journées et de tout ce que produit la direction de la formation continue de la N3S, mais il y a des sujets parfaitement d'actualité que nous aimons décortiquer, soit des sujets transversaux, comme sur des thèmes de relations de service ou de data, on y reviendra, soit des sujets plus thématiques, c'est-à-dire mobilisant plus précisément une branche ou deux. Alors là, nous avons un sujet branche famille avec un petit thème départemental par là-dessus, mais c'est le sujet de la petite enfance. Qui a aujourd'hui la compétence petite enfance? Est-ce que c'est le bloc communal? Est-ce que c'est le département? Ou est-ce que c'est la caisse d'allocation familiale? La question est piège parce que la réponse, c'est personne. Hein. Il n'y a pas d'obligation qui pèse sur qui que ce soit pour développer l'offre d'accueil de la petite enfance, ce alors que c'est une priorité politique. Comment faire? Il n'y a pas de temps pour en discuter là maintenant, mais nous avons eu l'occasion déjà de faire plusieurs rencontres sur ce thème et probablement dans les années qui viennent, on continuera à accompagner le développement de ce que les pouvoirs publics veulent mettre en œuvre sous le nom de service public de la petite enfance. 9e question, là qui porte sur la relation de service et qui concerne au quotidien tous les organismes, hein, c'est la question assez classique de la fracture numérique, hein, et je vais trouver cette donnée qui peut-être vous surprendra ou à l'inverse vous confirmera dans ce que vous savez, hein, quelle est la part des Français qui déclarent avoir renoncé au moins une fois au cours de l'année à la réalisation d'une démarche administrative en ligne. Ce n'est pas le contrat Orange ou le contrat Netflix, hein, c'est vraiment des impôts à l'état civil en passant par la caisse d'allocation familiale, la caisse d'assurance maladie, la caisse de retraite, la caisse de MSA, l'URSSAF, ce que vous voudrez. Est-ce que vous avez un Français sur 10 qui y a renoncé? Est-ce que vous avez un Français sur 4? Est-ce que vous avez un Français sur 3? Tic-tac. La réponse, c'est quand même un Français sur 4. Hein. Ça ne veut pas dire que la fracture numérique concerne frontalement un Français sur 4, mais ça veut dire quand même que, pour le dire de façon forte, vous avez un Français sur 4 qui n'est pas à l'aise avec la relation administrative. Donc lorsqu'on dématérialise, il faut toujours avoir à l'esprit que le complément humain est nécessaire. Alors, vous avez le Crobart qui souligne
une nouvelle fois l'importance du sujet que j'aborde là très rapidement. Et tout dernier sujet, c'est quelle est la proportion des recrutements qui sont aujourd'hui jugés difficiles par les recruteurs, que peuvent être les caisses de sécu ou les autres organismes de protection sociale, dans le secteur de la santé et de l'action sociale. Vous avez mis 3 chiffres. Est-ce que c'est 37%, 58%, 71%? C'est très précis, mais pour une raison bien simple, vous allez voir, c'est que si aujourd'hui, c'est 71%, vous avez 7 recrutements sur 10 qui sont jugés difficiles parce qu'on ne trouve pas les personnes qui peuvent se mobiliser. Eh bien, il y a 5 ans, vous voyez, il y a 5 ans, c'était 37%, et il y a 3-4 ans, c'était les 58% que j'évoquais. On a un sujet important de savoir comment attirer les talents et savoir aussi, quand les talents sont là, leur permettre de se réaliser dans les organismes de protection sociale et d'y rester. Et à cet effet, la formation continue a son impact et son intérêt. Voilà, je termine, et si nous étions en présentiel, je ferai mon gag habituel qui est de distribuer les stylos de l'EN3S à ceux qui ont eu 10 sur 10. Et j'espère qu'il y en a beaucoup parmi nous. Voilà. Je n'en fais malheureusement pas partie, mais j'ai quand même droit à un stylo. Voilà. C'est ça le privilège de travailler à l'EN3S. Mais merci beaucoup, Julien. C'était instructif et à la fois ludique. Et c'est aussi ce qu'on recherche à travers ces formations aux politiques sociales et les autres formations qu'on peut proposer. C'est d'apprendre, mais aussi de pouvoir le faire de façon stimulante. Alors, avant de rentrer plus en détail dans le contenu de notre offre, je voulais très, très succinctement vous rappeler en 5 points les enjeux de ces formations en politique sociale. Donc, c'est la deuxième page du diaporama sur les objectifs. Les 3 premiers objectifs, c'est que vous soyez manager, que vous soyez cadre technique, quel que soit votre statut, que vous soyez agent de direction, manager stratégique ou agent de la sécurité sociale ou d'un organisme qui travaille en relation, être bien formé aux politiques sociales et politiques publiques, c'est vraiment important pour situer son action et lui donner du sens, et donner du sens à des décisions. Donc, je pense par exemple à la branche retraite, qui va devoir accompagner une réforme pas évidente en termes de production, de qualité, avec des règles qui vont changer. Évidemment, quand on sait et qu'on comprend le mieux le pourquoi, après il ne s'agit pas forcément d'être pour ou contre, mais bien de savoir resituer ça, c'est beaucoup plus facile ou ça permet d'avoir des billes pour accompagner ces équipes. L'autre gros enjeu, et qui est en train de bouger actuellement, c'est en termes d'évolution de carrière ou d'accompagnement des mobilités des collaborateurs. On sait que, Julien l'a évoqué, il y a des difficultés de recrutement, mais il y a aussi un autre mouvement en parallèle, c'est qu'il y a de plus en plus de mobilité. Alors, ça concerne des phénomènes qu'on ne connaissait peut-être pas avant à la sécurité sociale. On voit des gens qui démissionnent, on voit des gens qui ont des projets de reconversion. Donc, accompagner les mobilités, c'est aussi de garder des talents à la sécurité sociale et leur permettre d'évoluer. Et les politiques sociales en font partie. Alors, quand on va changer de branche, quand on va changer de régime, ou dispositif dont on vous fera part d'ici la fin du mois de février, début mars. On travaille avec l'ensemble des caisses nationales, la direction de la sécurité sociale, un dispositif d'incitation à la formation continue, où on va demander là aux agents de direction qui souhaitent évoluer à la fois en termes de carrière ou de liste d'aptitude, d'avoir suivi un certain nombre de journées en politique sociale à l'EN3S ou ailleurs, bien entendu, mais ça fera partie d'un prérequis pour les perspectives de carrière. Les 2 autres raisons, elles concernent les partenaires, on va dire, de la sécurité sociale ou les personnes qui viennent d'intégrer la sécurité sociale, et on y reviendra, mais on a un ensemble de modules. Alors, ça va du Cook. On a un Cook gratuit qui permet de se remettre à niveau de façon en e-learning par rapport aux grands enjeux de la protection sociale. On peut aussi déployer ces formations
en distanciel ou en présentiel, y compris en se déplaçant. On a des formateurs, des intervenants institutionnels qui sont prêts à se déplacer. Ça peut concerner, alors on y reviendra, mais des nouveaux embauchés ou bien voilà, tout type d'administration qui travaille en relation avec nous. Et puis le dernier public pour lequel on a fait quelque chose, c'est les nouveaux administrateurs et conseillers. Hein, vous savez que le paritarisme à la française en matière de sécurité sociale est vraiment quelque chose de très important. Et dans le cadre des renouvellements des conseils d'administration, des renouvellements des conseils, on a proposé aussi des choses en matière de compréhension de la protection sociale. Voilà, je ne suis pas plus long pour laisser du temps sur les contenus. Les 3 contenus qui vous sont proposés, c'est les conférences, journées d'actualité, les webinaires. On a aussi des formations courtes. Et puis, si il nous reste du temps, on reviendra, je ferai un zoom sur les offres thématiques, plus particulièrement en matière de santé. Premier bloc, première thématique, tout ce qui concerne les journées d'actualité. Alors, il y a des choses qui sont plutôt bien connues, mais bon, on peut y revenir pour des publics partenaires de la sécurité sociale. C'est 2 cycles, enfin, il y en a même un troisième, les grands dossiers. Donc, c'est l'actualité de la protection sociale. Et puis, on a monté aussi un cycle sur l'actualité des systèmes d'information sous forme de déjeuner virtuel. Je laisse Julien vous rappeler les 5 prochaines journées du cycle APS qui vont avoir lieu d'ici fin juin. Vous voyez, en général, ça va quand même beaucoup coller avec des actualités plus ou moins brûlantes. Oui, ces cycles actualité de la protection sociale ont plus de 20 ans maintenant. Ce cycle a plus de 20 ans, c'est un rendez-vous maintenant traditionnel de nos organismes et qui consiste pour chacune de ces journées à confronter les points de vue d'experts, les points de vue des caisses nationales ou des services centraux de l'État, des points de vue d'organismes, des points de vue de partenaires. Pour les 5 prochains, pour les 5 prochains sujets qui vont nous occuper, nous aurons d'abord une journée sur l'accompagnement. L'accompagnement, c'est une de nouvelles obligations que se donnent les organismes, que le droit confère même aux organismes. De quoi s'agit-il? Quelles en sont les formes? Quels en sont les attendus? Quelles en sont les réalisations? Ça pour la branche famille, comme pour la branche retraite, comme pour la branche dépendance, plutôt dite branche autonomie, ou encore la branche maladie. Et pour des populations différentes aussi, puisqu'il n'y a pas que les salariés du privé qui sont concernés, vous avez notamment les indépendants avec des actions des URSSAF. Donc, une journée sur l'accompagnement. Les questions d'usure professionnelle, de prévention, en la matière et de lien avec l'architecture générale de notre système de compensation des moments dans la carrière, dont le gros morceau des retraites, vous voyez que nous sommes là, quand on titre sur la longévité au travail, au parfait cœur de l'actualité. Troisième sujet, la prévention. Vous connaissez tous la formule, et vos enfants, vos parents, vos amis la connaissent tous, mieux vaut prévenir que guérir. Et on ne cesse de la répéter avec des formules plus compliquées du type logique d'investissement social. Là, la journée, au-delà des questions doctrinales, de quoi parle-t-on? C'est concrètement comment fait-on pour aller vers davantage de prévention, qu'il s'agisse des dépenses sanitaires ou encore de tout ce qui préoccupe en matière d'autonomie, en comparant la situation française avec d'autres situations, mais aussi en allant dans le détail de ce que proposent les organismes ou de ce à quoi ils peuvent s'attendre si on se compare avec d'autres pays. Quatrième sujet de nos prochaines journées actualité de la protection sociale, le sujet des données. Vous savez que la santé, c'est la donnée, mais que la donnée, c'est un gros sujet de vie privée. Le règlement général de protection des données est le régime de ce qu'est pour la France la CNIL dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Où en sommes-nous? Quelles sont les nécessités de chacun des organismes en la matière et quelles sont les
perspectives par rapport à tous les grands projets informatiques qui concernent chacune des branches et qui ont un impact sur chacun des organismes. Enfin, dernier sujet, celui qui semble d'ailleurs avoir le plus de succès pour le moment, là, si on regarde bien nos inscrits, c'est le thème de l'approche populationnelle, et c'est une autre façon que de conduire les politiques sociales à l'échelle nationale, certes, mais surtout à l'échelle des organismes, qui n'est plus la logique habituelle de prendre prestation par prestation, mais de s'organiser population par population. Donc une journée là qui, issue d'un terme que l'on prend au Québec, eh bien, est dans les actualités de ce qui transforme, certainement judicieusement et on l'espère efficacement, la protection sociale. Voilà pour les 5 prochaines journées de ce beau cycle. Merci beaucoup, Julien. Pour compléter, ça c'était une demande qui nous avait été faite notamment par les caisses nationales, qui nous disaient voilà, il y a un manque de culture générale, que ce soit au sein des services en charge des systèmes d'information, mais pas que, ceux qui travaillent avec des experts dans le domaine de l'informatique, ceux qui managent des services informatiques, et même en fait tous les services des caisses qui travaillent en lien avec les systèmes d'information. Et on a choisi de monter un cycle de 6 conférences. Donc, il y en a eu 3 qui sont parties, qui sont déjà passées, mais que vous pouvez retrouver en replay. Et il y en a 3 autres à venir. On a appelé ça des déjeuners virtuels pour faire ça de façon assez courte en mangeant justement une partie du repas et puis en continuant, c'est de 13h30 à 15h. Et il nous reste 3 déjeuners virtuels. Vous voyez, je pense que ça va parler à beaucoup de personnes, notamment sur tout ce qui tourne autour de la relation client, de l'automatisation, donc virtualisation, les apports, les perspectives. Ensuite, la mobilisation des données et des techniques au service de la relation client, les chatbots, l'intelligence artificielle, tout ce qu'on retrouve, voilà, donc tout ce que les 25% des assurés qui ont abandonné une démarche en ligne n'utilisent pas, mais ça veut dire qu'il y en a 75% qui peuvent les utiliser. Et puis ensuite, une dernière journée consacrée aux robots au service de la sécurité sociale. Donc voilà, tout ce qui concerne les possibilités en matière d'automatisation, par exemple, de versement des prestations. Vous avez un dernier cycle, mais qui est souvent, enfin, qui est déjà bien connu de la part de nos publics, c'est ce qu'on appelle les grands dossiers de la protection sociale. C'est une autre université de rentrée à l'EN3S, où au cours d'une semaine, on va balayer l'ensemble des enjeux de la protection sociale en passant du financement jusqu'aux prestations, les grands enjeux d'actualité. Il a déjà eu lieu en 2022, on l'a fait en novembre, et vous aurez bien sûr et les supports qui vous seront remis suite à ce webinaire avec le lien vers la question de la satisfaction. Et vous verrez à la fin de ce support, vous avez un lien, vous pouvez avoir tous les replays, alors je ne sais pas comment on dit en français, un replay, tout ce qui permet de revoir ces séquences-là. Donc ça, c'est utile notamment pour ceux qui, par exemple, préparent les concours, les différents concours de l'EN3S. Voilà, je vous remercie Gabriel que tu nous as mis le lien. Vous le retrouverez en même temps que le replay de ce webinaire et les différents supports. Voilà pour les cycles de conférences d'actualité, de webinaires. Alors, on n'a pas mentionné, il y a aussi des webinaires qu'on monte au fil de l'eau en fonction de l'actualité. Là, vous imaginez bien qu'avec ce qui arrive en termes de réforme des retraites, on va en proposer un pour décrypter, décoder cette réforme des retraites. Mais bon, pour l'instant, la date n'est pas encore calée, mais on le fera rapidement dans les prochaines semaines. Le deuxième bloc que j'évoquais, c'est tout ce qui tourne autour des enjeux de la compréhension de la protection sociale à travers des formations courtes. Le COOC, j'y reviens pas, mais c'est vraiment, il y a eu un travail vraiment, Julien en a fait partie, mais on a mobilisé des experts de toutes les branches, de tous les secteurs pour avoir quelque chose de très complet. Donc c'est vraiment une vraie première porte d'entrée pour tout parcours d'intégration, toute personne intéressée à un titre ou à un autre pour se remettre à niveau de façon globale. Et on le décline d'une certaine façon en complément à travers des formations qu'on appelle comprendre la protection sociale, qui se déroulent sur une journée où
On va voilà, reprendre à la fois l'histoire, la construction de la sécurité sociale, son financement, ses valeurs, sa gouvernance, et puis après aller aux enjeux de branche. Cette année, on a souhaité, alors vous voyez des petits pictogrammes, une nouveauté, on a souhaité remettre les grands enjeux de branche au programme de la formation continue sur un mode distanciel. Donc là, c'est vraiment les intervenants institutionnels, enfin, on a vraiment les directeurs en général des différentes caisses nationales et puis les directeurs de départements qui viennent nous parler des grands enjeux des 5 branches, y compris la branche autonomie. Donc voilà, ça permet vraiment de pouvoir suivre à distanciel et de se remettre à niveau. Je vous parlais des projets d'accompagnement des mobilités, mais on est vraiment dans le cœur du sujet. Si vous envisagez voilà, des mobilités interbranches, interrégimes, c'est tout à fait dédié pour vous ou les partenaires. Vous travaillez en collectivité, vous travaillez dans des mutuelles, vous avez besoin de vous réacclimater, de vous réacculturer. Vous retrouverez là vraiment une information très très riche. Et puis, on avait aussi créé deux formations. Alors, vous voyez, là, c'est un peu de vocabulaire technique. On parle d'intra, c'est-à-dire que là, on va les déployer directement dans vos organismes. Donc, les conseillers administrateurs, parce qu'on a eu un renouvellement. Et puis, on a aussi mis à notre catalogue de formation autour des enjeux de déontologie, de prévention des conflits d'intérêts. Pour partie, il y a déjà une instruction qui a été publiée, mais qui concerne uniquement les conseillers d'administrateurs, et va sortir en ce début d'année une instruction pour l'ensemble des agents de la sécurité sociale. Et donc, voilà, on propose une offre pour accompagner la mise en place, notamment des référents déontologie, et puis voilà, pouvoir bien appréhender et bien se réacclimater à qu'est-ce que c'est qu'un conflit d'intérêts, qu'est-ce que c'est que la déontologie en termes de sécurité sociale. Lutter contre la fraude, bon voilà, ça fait partie de choses qui sont plus anciennes. Et puis, alors j'ai pas de date à vous communiquer, mais en lien avec, on voulait remettre le voyage apprenant Europe pour aller voir ce qui se fait du côté de Bruxelles en termes de politique sociale, et puis plus au-delà de comprendre le fonctionnement des institutions européennes. J'en profite, je voyais sur le chat qu'il y avait une question concernant ce qu'on appelle, alors c'est un peu technique, la subrogation. Pour certaines formations, effectivement, elles sont prises en charge en partie financièrement par les LOPCO. Donc, je vois qu'on vous a mis le lien, effectivement. Je pense que malheureusement, en termes de protection, formation, protection sociale, il n'y en a pas beaucoup qui sont subrogés. En général, les caisses nationales et les l'OPCO choisissent plutôt des formations un peu plus traditionnelles en termes de management ou de pilotage de la performance. Mais allez regarder, vous avez le listing complet, et en plus, ce listing peut évoluer au fil de l'année. Voilà pour ces formations courtes. Il nous reste, parce que je vois que l'heure tourne, on avait prévu de faire quelque chose d'assez concis en 45 minutes. Il nous reste quelques minutes pour aborder l'offre maladie, l'offre santé. Alors là, c'est vrai que je m'adresse plus à un public issu de l'assurance maladie ou de personnes qui travaillent dans les ARS ou en lien avec des établissements hospitaliers. Par contre, voilà, vous retrouverez bien sûr dans le support tous les liens. Vous avez à la fois ce qu'on appelle gestion du risque maladie. Bon, je ne vais pas dérouler le programme dans le détail, mais il y a notamment un travail en relation avec les territoires qui est extrêmement fécond, les fameuses CPTS. Et donc là, on repropose des modules qu'on a déjà proposés l'an dernier pour arriver à avoir à la fois une posture d'animation de gestion de territoire de santé et puis de bien voir les interactions qu'il y a entre ces CPTS, les caisses primaires et les ARS. On retrouve aussi des nouveaux enjeux émergents en termes de santé publique, la santé mentale. Premier poste de dépenses, si on regarde l'ensemble d'assurance maladie. Premier poste. Les produits de santé et puis la lutte contre la fraude avec des nouveaux programmes qui sont bien sûr orientés vers le contrôle, la sanction, mais aussi la prévention
notamment tout ce qui peut se faire en appui à l'installation des nouveaux professionnels de santé. Quand un kiné s'installe sur un territoire, quand un nouveau médecin s'installe, voilà, il y a des nouveaux programmes pour essayer voilà, de bien accompagner dans la relation administration ces professionnels de santé. Le deuxième grand cycle qu'on a créé et qu'on réalise en partenariat avec le HESP, bien entendu, l'autre grande école qui forme les directeurs d'hôpitaux et d'établissements médico-sociaux, c'est comprendre et accompagner les établissements de santé et médico-sociaux dans leur environnement. Et vous avez les 4 premiers modules qui vraiment donnent une culture générale approfondie sur le fonctionnement, la gouvernance et les modes de financement qui sont loin d'être évidents de tous ces établissements sanitaires et établissements médico-sociaux. Vous savez que ça va aussi beaucoup évoluer puisque le président de la République a annoncé très récemment que à horizon de la prochaine loi de financement de la sécurité sociale, la fameuse T2A devrait être supprimée, donc, ou pour le moins le financement de l'hôpital fortement évolué. Donc, cette offre maladie et santé, elle est vraiment importante pour nous et elle vous donne normalement un panorama complet de ce qui se fait en matière de santé publique. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation des contenus. Je ne sais pas si Julien, tu veux ajouter quelque chose Non, absolument pas. Je pense que maintenant, on peut peut-être répondre à des questions ou voilà. alors, toi, nous dire comment s'informer sur notre offre. Bon, après, c'est des choses qui sont assez connues. Oui, comment s'informer sur notre offre? Bon, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, donc on a le moyen le plus simple, c'est notre site internet. Vous allez retrouver toute l'offre 2023. Autre moyen qui est peut-être encore plus intéressant, c'est vous inscrire à notre newsletter mensuelle. Alors, on vous promet, on n'essaie de pas on vous abreuvera pas une fois par mois, mais au moins vous suivez les actualités et on a à la fois des contenus de formation, mais on a aussi des thématiques d'actualité, des dossiers sur des grandes évolutions. Bah, voilà, on peut parler de la déontologie. Voilà, on a régulièrement des articles dans cette newsletter. Et sur le site, vous allez retrouver effectivement toute l'offre, vous pouvez vous inscrire, vous retrouverez aussi par exemple le lien vers le Cook. Et puis, vous allez aussi avoir notre brochure numérique, qui n'est pas encore complètement finalisée, mais ce sera le cas d'ici la fin du mois. Voilà, je regarde s'il y a des questions sur le fil chat. Je n'ai pas l'impression. Oui, merci Florence qui rappelle, oui, que effectivement pour le cycle APS, donc là on peut plus s'inscrire à l'ensemble du cycle pour Actualité de la protection sociale, c'est l'inscription à la journée. Par contre, vous pouvez inscrire plusieurs personnes de votre organisme à une même journée et ça donne lieu à un tarif avantageux. Voilà, écoutez, on a tenu nos délais, il est 14h45, vous allez pouvoir retourner à vos différentes tâches. On espère que ça a été à la fois instructif et que ça vous a donné des bonnes pistes pour des futures formations, soit vous concernant, soit concernant vos collaborateurs. Et puis on sera ravis de vous retrouver peut-être en présentiel, en espérant que les grèves qu'on passe à travers les mailles des grèves, mais vous retrouver à l'occasion d'une de nos journées d'information ou de nos webinaires. Vous recevrez bien sûr, hein, je vous l'ai déjà dit, tous les supports et puis un questionnaire satisfaction dans la foulée de ce webinaire. Merci à toutes et à tous, très bonne journée et à bientôt.